Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans 52 minutes avec. Certains le décrivent comme l'illustrateur de sa génération, un pionnier de la scène artistique alternative marocaine, un artiste narrateur, underground, au style singulier, reconnaissable parmi mille. Son sujet de prédilection, sa ville, Casablanca, dont il immortalise dans ses créations son univers particulier, une métropole généreuse, chaotique, avec de la grandeur et de la décadence, avec sa beauté et son magnétisme qui le touche et l'inspire, et même les scènes les plus crues du quotidien casablancais, les embouteillages, le vacarme, l'anarchie. Justement, il voit que de la beauté dans ce désordre, celui d'une ville qu'il compare à une femme généreuse, qui donne beaucoup et reçoit très peu. Notre invité d'aujourd'hui est un artiste urbain et un bédéiste qui nous en met plein les yeux avec sa foisonnance, ses couleurs, sa poésie, son sens de l'humour décalé, déjanté, ses clichés où se mêlent le baroque et le vintage qu'il revendique, exprime dans des œuvres surprenantes. Son identité, kazaoui, rajaoui, marocain, africain. Un artiste hors du temps qui jette des ponts entre le passé, le présent et le futur. Son blaze, Rebel Spirit, le représente parfaitement et incarne sa démarche de rébellion artistique contre les courants, les écoles, les modes, les vagues. Une rébellion sociale également contre les clichés, les attitudes, les mentalités figées, les idées préconçues. C'est un anticonformiste, un casseur de codes. Un artiste qui a plusieurs cordes à son arc. Lauréat de l'École des Beaux-Arts de Casablanca, section design graphique bande dessinée en 2013, Mohamed Amin El Bellaoui, alias Rebel Spirit, a plus d'une dizaine d'expositions au compteur. Un Hollywood Street Art, Nos Signal, Pourquoi pas moi, Un poète dans la ville, From Casa with Love, Oulad Casa, God Save Casablanca. Il est aussi l'auteur de l'album Le Guide Casablancais et de l'album Le Casablancais 1 et 2. Et il nous revient aujourd'hui avec une nouvelle exposition, un solo show autour du Grand Prix automobile du Maroc, visible à la galerie d'art, l'Atelier 21, depuis le 13 juin et jusqu'au 15 juillet. Rebel Spirit ou Mohamed Bellaoui, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Bonjour, merci beaucoup pour cette belle présentation. J'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par votre actualité. Parlez-nous de ce thème. C'est surprenant. Pourquoi l'avoir choisi? Voilà, on voit ici l'affiche Grand Prix automobile du Maroc. Je sais que vous aimez les années 70, 80, tout cet univers-là. Mais là, vous êtes remonté beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de cette expo? En fait, tout a commencé par ma passion à la collection des affiches. J'adore collectionner les affiches du Maroc, des anciennes publicités et les affiches de films et compagnie. Un jour, en faisant le marché aux puces de Brelef, je tombe sur une affiche, une copie d'une affiche du Grand Prix automobile du Maroc, qui s'est tenu à Casablanca en 2 fois au circuit Ain Diab, en 1958 et 1957. Et l'édition de 58 a fait partie de la Coupe du Monde au fait de Formule 1. Ah, d'accord. Et en faisant beaucoup de recherches, je me suis rendu compte que ça a été organisé au circuit Ain Diab, mais il n'y avait pas de participants marocains. Et d'où m'est venue l'idée au fait de retravailler sur ce thème-là et d'organiser une course imaginaire marocaine avec des participants marocains et imaginer à quoi ça ressemblerait une course faite au Maroc. Mais avec votre univers. Exactement. Et avec votre style. Il y a combien d'œuvres dans cette expo, à peu près? À peu près 30 heures. 30. Oui. Et ça se passe bien parce que vous avez commencé le 30 juin, il y a de l'affluence, il y a des gens qui viennent. De toute façon, vous êtes connus, reconnus, donc vos expos sont très suivis. En fait, pour moi, c'était un bon succès parce que j'ai essayé de partager le travail de presque 1 an et de 2 ans de recherche. J'ai travaillé dur, il me fallait avoir du souffle. Et la récompense, c'est qu'en partageant mon travail, il y a eu du monde. Il y a eu beaucoup d'interactions avec le public et ça m'a fait énormément plaisir, la vérité. Ouais, non, en même temps, je regardais parce que je découvre, parce que c'est magnifique. C'est panache de Farah. Parce que c'est toujours moi, ce qui est écrit sur les camions. C'est très, très, très intéressant. Ces phrases-là, moi, je m'étais dit, un jour, on devrait faire justement un petit livre où on montrait un dictionnaire de tout ce que notent les camionneurs, les routiers, parce que c'est... Alors, vous êtes né à Casablanca, bien sûr, vous avez Casablanca dans la peau, et pas n'importe où, à Selmia,
on va pas dire c'est le bout du monde, c'est le bout de Casablanca. Exactement. Après Selmia, en fait, c'est vraiment Après Selmia, là où Casa se termine. Il y a la rocade et on s'apprête à quitter Casablanca. Alors, votre enfance, vous avez très vite été attiré par tout ce qui est artistique. Là où il y avait de l'art, en fait, vous étiez preneur. Est-ce que c'était dans votre famille ou c'était une tendance? Là, vous êtes tout petit, on vous voit dans une photo. Là, ça doit être chez Eid ou le chez Haja. Est-ce que c'est inné, c'est une tendance, ou bien est-ce qu'il y avait une influence particulière? Premièrement, je suis le petit frère de 3 sœurs. Oui. Et ma mère, j'étais sa muse. J'étais la muse à ma mère. Donc, à chaque fois, il m'habillait différemment. Il essayait de mettre un petit goût, harmoniser les couleurs de mes vêtements, en fait. Ah ouais. Et me prendre chez le photographe du quartier pour me prendre en photo. Et du coup, j'en ai une grande sélection d'images comme ça. Et après, ma première source d'inspiration a été ma mère. Parce que c'est une dame qui adore toujours être bien habillée, qui adore harmoniser les couleurs et tout. L'esthétisme déjà est né de là, Exactement. oui. Et ainsi de suite, à l'école primaire publique Ibn al-Hamid al-Salmiya, j'essayais de participer à tout genre d'activités, pour la vérité, pour faire mes cours, Oui. mais aussi je me retrouvais plus dans l'activité, à chanter, à faire de la radio, à faire du théâtre, de la musique, à dessiner. Et même mes amis du quartier, j'avais beaucoup d'amis, mais mes amis intimes avec qui je garde un lien aujourd'hui, c'était les amis qui ont le talent du dessin. C'est ça. On passait le temps à jouer au foot et tout, mais à un certain moment, on rentrait chez moi ou chez d'autres amis pour dessiner, pour regarder des films d'animation, lire des BD, et c'est comme ça que tout a commencé. Vous dessiniez quoi à l'époque principalement? À l'époque, surtout avec mon ami Ismaël, on dessinait beaucoup des Pokémon, des Dragon Ball Z. Ouais. On essayait de reprendre des graffitis de temps en temps, des Namir Moqannas, des Grendizer. Oui. Tout ce qui passait à la télé marocaine, c'était à la portée. On essayait vraiment de chercher des photocopies et des choses comme ça. Il y avait le dessin, mais il y avait aussi le foot. Parce que vous jouez au foot, vous étiez gardien. Exactement. On va voir une photo. Exactement. Vous êtes... Alors, j'essaie de deviner, j'arrive pas à... C'est sous l'entraîneur, avec le petit... Ah oui, avec le t-shirt, avec le pull rouge. Exactement. D'accord. Ah oui, déjà, c'est la tenue du Raja. Exactement. Ah, parce que vous êtes un Rajaoui... en fait. C'est très particulier mon lien avec le Raja, parce qu'au fait, lorsqu'on est petit, on découvre le monde et on aime nos parents, notre famille, tout ce qui nous entoure. Et le premier amour que j'ai eu en dehors des portes de ma maison, c'était l'amour du Raja. Et le premier rêve que j'ai rêvé, au fait, c'est de devenir joueur un jour. Je commençais à m'entraîner dans l'école du Raja jusqu'en cadet, mais après ce rêve-là, c'est terminé. Parce qu'il y avait les études et il y avait beaucoup de soucis après. Je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Mais je suis resté fidèle à l'équipe, dans les gradins, avec les supporters, avec mes amis. Vous êtes limite ultra. On peut dire ça. On peut dire ça. Est-ce qu'on peut voir la photo d'avant, parce qu'il y a les tifos, et puis il y a beaucoup, il y a beaucoup d'art dans les tifos. Est-ce qu'il vous arrive de donner un coup de main aux ultras? Bien sûr. Ah, ça vous arrive de faire ça? De faire ça, de partager des choses, de pratiquer avec les amis. Et c'est des amis que j'ai dû perdre à un certain moment parce que la vie nous sépare, mais c'est l'amour du Raja dans les gradins qui nous unit. Oui. Donc c'est un échappatoire en quelque sorte pour les gens des quartiers populaires de Casablanca, d'ailleurs mon quartier. Et c'est aussi une autre manière de se voir, de se rencontrer durant les matchs, partager des choses. Des fois, c'est bien, des fois, ça peut dégénérer aussi. Mais c'est un lifestyle et c'est une façon de s'amuser. C'est une adrénaline qu'on cherche à chaque fois. Et puis les matchs, et puis le Raja, ça représente un peu aussi Casablanca, ce monde melting pot, parce que dans le public rajaoui aussi, on trouve un peu de tout. Exactement. Les fans du Raja, il y a les jeunes des quartiers pop, qu'on peut y avoir des cadres, c'est là, il n'y a plus de frontières sociales. Exactement. C'est très important. C'est pour ça que c'est un échappatoire aussi. Oui. Alors, il y a eu le dessin,
le théâtre, la musique. Vous avez fait... il y avait un instrument particulier, on va vous voir avec un violon, mais après, j'imagine que vous allez faire de la guitare ou... La vérité, avec le violon, c'était une histoire familiale, parce Oui. que j'ai un oncle qui est violoniste, j'ai ma sœur qui a essayé aussi de jouer au violon, et moi j'ai essayé aussi, mais le violon, c'était difficile pour moi. Oui. Les sons aigus, je ne pouvais pas travailler avec, et du coup, j'étais plus sur du rythmique, sur du chant, de la mélodie. Oui. Et cette image-là... Elle est magnifique, cette image. Exactement. Je me rappelle très bien, c'était la matinée de l'Aïd. Mon père, il adorait nous prendre en photo. Mon père, c'est un professeur de géologie. Il avait toujours sa caméra avec lui. Et on s'amusait vraiment à prendre des photos à chaque fois qu'il y avait de la bonne lumière et tout. Et avec cet instrument, même si que j'ai pas su apprendre à jouer avec quand j'étais petit, mais cette image-là, il fait partie du déclic en quelque sorte. Oui. Alors, j'étais le petit chanteur de la famille dans les mariages et tout. Ah, vous chantiez dans les mariages, Ouais. vous avez un joli brin de voix? Un peu. Un petit peu? Alors, les années lycée, bon, c'était pas les cours qui vous intéressaient forcément le plus. Mais bon, vous avez fait votre lycée, vous avez décroché votre bac. Et c'est l'époque où vous faisiez du graffiti vandal, c'est ça? C'est au lycée, les graffitis? C'est exactement ça. Le lycée, l'adolescence, on a envie de s'exprimer, on a envie de crier, de laisser une trace, au fait, avec beaucoup d'énergie. Des fois, on ne la contrôle pas, cette énergie. Et surtout parce qu'à l'époque où j'étais au lycée, il y avait la démocratisation d'Internet à la maison et tout. Avant, il n'y avait pas, c'était difficile pour se connecter et tout, mais je me rappelle très bien, au lycée, j'avais mon premier ordinateur, la connexion à la maison, il y a le monde qui s'ouvre devant moi, et c'est là où j'ai commencé vraiment à faire des recherches, à trouver des solutions. Et il n'y avait pas beaucoup de matériel pour faire du graphe, donc on le faisait au charbon ou au pinceau. Et il y avait des émigrés qui venaient à Selmia, beaucoup en été, parce que c'est un quartier où la moitié était vide, parce qu'il y a les MRE qui venaient en été. Je me rappelle très bien d'un voisin qui m'a ramené des sprays, au fait. Et il m'a dit, ouais, tu peux faire ça et tout. Donc j'ai fait le graphe et il n'y avait plus de spray, au fait. et je lui écrivais à chaque fois pour lui demander de m'envoyer l'été prochain. Je me rappelle très bien, il y avait un spray rose. L'année prochaine, il vient, il me le donne. Et je voulais finir mon blaze, mais c'était déjà dépigmenté. Et du coup... Oui. Alors, les graffeurs sont souvent mal vus. Sous d'autres cieux, c'est reconnu comme un art à part entière. Mais est-ce que c'est pas une façon de s'accaparer l'espace public? C'est une façon de s'approprier l'espace public, de s'exprimer librement, sans contrainte. Les seules contraintes, c'est de le faire vite avant que les autorités arrivent, avant qu'on envoie. Pour moi, c'est un sport extrême. Oui. Et surtout, dans d'autres pays, c'est considéré comme un sport, comme au Brésil, par exemple, où ils font les paris pour escalader les murs des grands immeubles, et celui qui arrive au max et qui laisse son blaze, c'est le meilleur. Ils font des paris sur ça. Pour moi, c'était vraiment une sorte de source d'inspiration. J'adorais toujours faire des dessins et voir l'interaction des gens, un peu de tout le monde, les gens qui passent, les SDF et tout. Et l'adrénaline qu'on a lorsqu'on fait du graffiti vandal est très, très importante pour moi. Oui, j'imagine. Parce qu'à l'époque où vous faisiez ça, il n'y avait pas encore toute cette vague, il n'y avait pas les peintures murales, les fresques murales, il n'y avait pas Gédar, il n'y avait pas... C'était quelque chose de nouveau. Exactement. Même de risqué. C'était nouveau, risqué, et j'en ai fait aussi beaucoup avec les ultras. Le Raja à Casablanca, on essayait vraiment de peindre sur des murs, marquer le territoire, dire qu'on existe, et faire un mur plus grand que l'équipe rivale, et faire des choses comme ça. Actuellement, l'image a commencé à changer.
Déjà, on peut distinguer entre le graffiti, qui est l'art vandal qu'on fait dans la rue, et le street art, Oui. qui est le dessin, les fresques et tout, qui sont souvent avec le soutien, avec Oui. du sponsoring, et où l'artiste il prend des semaines pour réaliser des œuvres, à qui on peut offrir des murs. Et cette hype, au fait, a commencé à apparaître les 10 dernières années, et ça a touché aussi le Maroc. Ça veut dire qu'on beaucoup de fois, il y a le mur qui rentre à la galerie, le mur, il devient une toile. Et Oui. Oui. Alors, on a dû vous poser la question 36 000 fois pour Rebel Spirit et vous avez répondu pour les raisons du choix de ce nom que vous gardez encore aujourd'hui. Vous vous êtes inspiré en fait d'une chanson, c'est ça? Exactement, de Gnawa Diffusion. De Gnawa Diffusion. C'est le morceau Sharraga, c'est ça? Saharaga, exactement. Saharaga. Exactement. Saharaga. Et donc, il y avait Rebel Soul and Spirit et vous avez enlevé Soul et vous avez gardé, Exactement. Rebel Spirit. Surtout parce que de la chanson, en fait, il y a une sorte de breakdown, de reggae. Et après, le chanteur, Katib Amazir, il Oui, crie... qui est le fils de Katib Yassine. Exactement, il crie ces trois mots. Et cette chanson, à chaque fois que j'entendais ce cri, au fait, il y avait quelque chose en moi qui bougeait, ça me faisait vibrer. Oui. J'étais encore jeune et je devais choisir un blaze pour dessiner et marquer mon territoire, et c'était Rebel and Spirit. Est-ce que ce blaze vous correspond encore aujourd'hui? Ou est-ce que vous êtes parfois tenté de le changer? Parce qu'il s'est passé, de l'eau a coulé sous les ponts depuis que vous avez choisi ce nom, vous étiez jeune. Exactement, il y a des fois... Est-ce que c'est des fois où ça vous pèse, où vous avez envie de changer? Il y a des fois, oui, surtout la période de la pandémie où on est resté seul à la maison. Et il y avait j'ai fait beaucoup de catharsis, beaucoup de méditation, Oui. Mais ça me tentait à chaque fois de dire oui, je dois changer de nom, c'est un peu adolescent et tout. Oui. Mais après, je me dis que ça a été fait comme ça. Il y a même ma famille ou mes amis intimes, tout le monde, il m'appelle comme ça, et je me suis dit que je dois le garder par mémoire, par respect au début aussi, et par nostalgie, et m'amuser avec. Oui, c'est comme c'est un nom, le nom que nous donnent nos parents, même si on ne l'aime pas, Exactement. on le garde et on se l'approprie après, parce que vous vous êtes rebaptisé, et puis même si vous avez évolué, vous gardez par fidélité à votre premier choix. Alors après votre bac, là, il y a les beaux-arts. Alors là, vous respirez enfin. Vous étiez comme un poisson dans l'eau. Vous étiez heureux aux beaux-arts. En fait, j'ai vécu un petit choc avant. Parce qu'après mon baccalauréat, je n'étais pas admis ni à l'école des beaux-arts de Casa, ni à l'école des beaux-arts de Tétouan. Ah, d'accord. Et ça, c'était le deuxième choc de ma vie après celui du football. J'étais vraiment... Le football, le fait de ne pas avoir continué, Exactement. en fait. Ouais. C'était un choc. Surtout à la famille, au Maroc, on n'a pas beaucoup d'exemples de réussite dans tout ce qui est dans la société, dans notre oui, là, entourage. ce n'est pas un métier pour gagner sa vie. Il faut... Et il n'y a pas beaucoup d'exemples de réussite dans mon entourage. Et c'est comme si, en fait, mon entourage me disait, voilà, tu voulais faire ça, mais même ça, t'as raté. T'as raté, exactement. Donc, j'ai dû partir à l'université. On a étudié l'économie un an. Il y avait une amie à moi que je remercie énormément. C'est sans elle, je n'aurais pas pu être ce que je suis aujourd'hui, qui a insisté que je refasse mon inscription pour passer le concours. Il s'appelle Razan, il est au Canada, et c'est l'une de mes meilleures amies, au fait. Elle a insisté, je l'ai refait, et j'étais admis, et c'est là où je me sentais vraiment à l'aise, je respirais à fond, et j'avais un lieu agréable qui est l'école des beaux-arts. Le site est beau, le jardin, il fait beau toute l'année. Oui. Et le bâtiment aussi est beau, et c'était les meilleurs 4 ans de ma vie. C'est là où je me sentais à l'aise, et c'est là où j'ai eu la première note de toute ma vie. C'est là où j'étais le premier de classe. Vous étiez major de promo même. Et puis, c'est particulier comme établissement parce qu'il ne dépend pas de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Il dépend je pense, de la commune. Exactement. C'est assez particulier. Donc, ces 4 ans, c'était de belles années.
Et vous n'allez pas tarder à commencer à... Parce que je crois que vous finissez en 2013. Exactement. Et en 2013, vous sortez le guide Casablancais, c'est ça? Exactement. Avant de parler du guide Casablancais, parce que c'est très, très, très important, on va s'arrêter, marquer une pause pour une rubrique qui s'appelle l'objet. On vous a demandé de ramener un objet. On va découvrir l'objet que Mohamed El Bellaoui, Rebel Spirit, a ramené avec lui, l'objet. Votre objet, Rebel Spirit? Alors, mon objet... un disque vinyle. Exactement. C'est l'album vinyle de Nasr Riwan. Et la particularité de cet album, au fait, c'est que déjà, ça faisait partie de la petite collection de mon père. Donc, je l'ai gardé de chez lui. Et le plus important pour moi, à part les morceaux qui ont marqué l'histoire du Maroc, c'est le fait que ce soit un album qui a reçu le prix du disque d'or en 1973, exactement. Oui, on oublie ça. Et pour moi, ce n'est pas juste un album ou un objet, c'est vraiment une lueur d'espoir. C'est une opportunité pour la jeunesse marocaine de rêver. On a déjà un exemple, Nasr Riwan, Hay Mohammadi, Carrière Centrale, qui ont commencé, qui ont créé au fait un mouvement, qui ont changé les codes, qui ont brisé les codes, qui se sont exprimés, surtout dans cette période où c'était vraiment, il fallait avoir de l'audace, il fallait être courageux. Oui. Ils sont partis pour arriver au sommet. Pour la musique, lorsqu'on a un disque d'or, ça veut dire qu'on a du succès au vrai sens du terme, avec des chiffres et avec tout le bonheur que ça peut apporter à un artiste. D'ailleurs, vous leur rendez souvent hommage parce que l'Arbi Batma est présent dans vos œuvres, dans toute cette faune casablancaise. On le voit, on le reconnaît. Et la pochette, en fait... Elle est juste sublime. Elle est magnifique et elle rappelle un peu, elle est propre de votre univers aussi. Et aussi, il contient des détails très, très importants par rapport au groupe et par rapport à comment le groupe se présentait à l'époque. Et surtout, derrière, on y trouve pour chaque personnage, au fait, une petite biographie, ce qu'il fait et même ses loisirs. La tournée pour qu'on... Ah oui, ça, c'est des choses qui ne se font plus. Exactement. C'est comme une petite bio et avec... Avec même les loisirs de chacun. C'est comme des Diftar Dikrayat qu'on avait à l'école primaire. Je savais pas. Exactement. Je ne savais pas. À l'époque, il y avait encore Boujmea, oui, en 73. Ah oui, c'est un objet magnifique. Et vous êtes collectionneur de vinyle, de toute façon. Hein. Vous êtes collectionneur de vinyle. Alors, après, justement, on a parlé de le guide de Casablanca. Comment est venue cette idée, en fait, de cet album? En fait, j'étais étudiant à l'école des Beaux-Arts et je recevais beaucoup de gens via Couchsurfing. C'est une application pour recevoir des gens gratuitement. Et je recevais beaucoup d'artistes qui me demandaient, au fait, de leur faire visiter Casablanca. Et moi aussi, je me rendais à l'école des Beaux-Arts depuis Selmia dans un bus numéro 11. Ah oui, le 11. Le 11, c'est exactement. Il traverse Casa depuis l'Est jusqu'à la Corniche. C'est un théâtre ambulant. Chaque voyage, on s'attend à voir des vendeurs, des scènes, de l'amour, des voleurs, des bagarres. Et à chaque fois, je devais au fait, faire cette tournée avec les amis et leur expliquer beaucoup de phénomènes qui n'existent qu'à Casablanca et nulle part ailleurs. D'où m'est venue l'idée, au fait, pour mon projet de fin d'études, de rassembler tout ça dans une sorte de guide où j'explique un peu des choses à la casablancaise, comment on prend les grands taxis. Avec le langage des signes, j'ai essayé un peu de décrypter ce langage parce que souvent à Casa, on est dans la rue, on trouve des gens faire comme ça pour des taxis, ou faire comme ça pour des taxis, ou faire comme ça, ou comme ça. Donc j'ai expliqué au fait tout ce langage de signes. J'ai montré comment faire le marché au plus de Brelef sans se faire arnaquer. J'ai expliqué un peu comment ça marche, le match entre le WAC et le Raja, dans un cadre où le personnage Medani, le monsieur avec le chapeau rouge, c'est comme s'il a une petite caméra sur les épaules, il nous fait... C'est un peu avec de la documentation, on va dire. Son GoPro et... Exactement. Sa GoPro, oui. Ça prend des images et ça les explique en darija et en français en même temps.
Alors, vous dites quelque chose de très important qui m'a marqué. Vous dites, vous ne regardez pas Casablanca, vous l'observez. Exactement. Vous l'observez. Et que pour vous, c'est une expérience. Vous avez aussi dit que nous, on n'a pas le temps, la plupart des gens. On ne se pose pas pour voir vraiment notre ville et qu'il n'y a que les SDF qui en profitent parce qu'eux, ils ont tout le temps de regarder la ville, de regarder les détails. On est pris dans l'engrenage, dans le... Donc vous l'observez, elle vous fascine beaucoup cette ville. Parce que même là où les gens voient du lait, peut-être, ou des choses laides, ou même glauques, vous voyez de la beauté. Parce que Casablanca, en fait, c'est un grand théâtre. C'est avec des acteurs. Il y a beaucoup de dynamique, même le soir. Et, surtout le soir. Exactement. Et Casablanca... Des créatures nocturnes particulières. Effectivement. Et en fait, Casablanca, il ne te laisse pas le temps, comme d'autres villes, pour rentrer dans le moule et faire partie de cette dynamique. Casablanca, une fois que tu mets les pieds à Casablanca, tu dois rentrer dans la dynamique. Sinon, tu ne vas jamais l'aimer. Et les gens, ils venaient de partout du Maroc, 0 dirham, et ils ont fait succès à Casablanca. Casablanca leur a donné tout. Malheureusement, ils ne rendent pas grand-chose parce que le chaos, l'état chaotique où est la ville ne fait pas rêver malheureusement. Mais c'est toujours cette dynamique, au fait, ces gens-là, ce côté pluriel au fait, du Maroc, on retrouve les gens stylés, les gens classiques, les vieux, les grands, les métalleux, les punkers, les skaters. On a tout ça dans un mixeur et le spectacle est toujours là. Est-ce que ça ne vous dérange pas? Parce que quand même, c'est une ville dure, par moments violente. Il y a des inégalités sociales frappantes, comme dans beaucoup de métropoles. Il y en a qui disent qu'à Casablanca, elle a les avantages, elle a tous les inconvénients de la métropole sans les avantages. Vous n'êtes pas d'accord. C'est l'amour de votre vie, c'est votre source d'inspiration malgré tout. Est-ce qu'il n'y a pas des fois où Casablanca vous fait mal au cœur, en fait? Comme les Anglais disent, love is blind. Ouais. Moi, je suis amoureux de cette ville et je l'accepte. Avec ses défauts. Avec ses défauts. Hein. Exactement. C'est ça l'amour. Alors, vous dites une chose très très importante, parce que ça, je reprends vos propos, vous dites la tendance aujourd'hui, ce qui est en vogue, c'est de parler de l'architecture, du style art déco de Casablanca, et justement, ça c'est vos propos, on ne parle pas des gens qui vivent de l'autre côté de l'autoroute, la partie populaire, le bidonville qui se mélange avec le béton et la campagne. Et vous, vous êtes, enfin, on va dire, la voix, c'est pas la voix parce que vous le faites, c'est vous vous exprimez avec votre peinture ou vos graphes de ces gens-là. En fait, être un porte-drapeau, c'est un peu dur et c'est un peu grand pour moi. C'est un propos, je pense, qu'il est un peu politique. Moi, je suis un artiste qui a vécu à Selmia, l'autre rive de l'autoroute, où il y avait le béton, le bidonville et la campagne. Selmia, c'est le premier habitat économique du Maroc. Et j'avais des amis à moi qui étaient les fils d'agriculteurs et on vivait tous ensemble, on s'amusait à fond et on partageait beaucoup de choses. Oui. Et sur ce propos, la vérité, c'est vrai qu'à chaque fois, lorsqu'on a envie de parler de Casablanca, de citer cette ville et de parler d'autre chose que ses problèmes, on parle de l'architecture art déco, on parle de Zevaco, on parle de Avenue Mohamed V et tout. Comme laboratoire. Exactement, des cartes postales à chaque fois. Alors que non, Casablanca, c'est une ville qui a grandi et ces habitants-là, de ces quartiers-là, c'est eux qui sont les ouvriers, qui sont les vendeurs, qui sont les gens qui travaillent et c'est les fourmis qui font partie de cette niche de la ville de Casablanca. Alors, pourquoi vous vous acharnez, vous êtes attaché à Selmia, parce que vous continuez à vivre à Selmia, vous avez déménagé à un certain moment,
puis vous êtes revenu. Pourquoi? La vérité, je suis revenu parce que je n'ai pas pu avoir le plaisir de travailler ailleurs. Mon atelier, c'est l'appartement où j'ai grandi. Et c'est un lieu qui est très simple, mais qui est magique pour moi. Ces petits détails, beaucoup de ces défauts et tout, mais c'est l'endroit où je m'éclate, où je... C'est un peu classique de dire où je trouve l'inspiration, mais c'est un lieu où il m'est facile de travailler, et de concevoir mes œuvres et de traduire mes idées en visuel. Ça vous tente pas? Ça vous a jamais tenté d'habiter en fait dans un endroit un peu plus huppé, même si vous le pouvez? Ça, c'est très beau. Ça, c'est un grand artiste qui a fait votre portrait. Exactement. C'est un ami, Jad El Khouri. Oui. C'est un grand dessinateur libanais, un grand professeur d'art visuel au Liban qui m'avait offert ce portrait, qui est à la base une photo d'un ami photographe, Faisal Zawi aussi. Je tiens à les remercier énormément de ce côté. Et en revenant à votre question, en fait, j'ai habité dans plusieurs quartiers. Et habiter, oui, il n'y a pas de souci. Mais travailler, non. Je préfère garder mon atelier. De toute façon, toute casa vous appartient. Vous l'habitez et elle vous habite. De toute façon. Exactement ça. Moi, je voulais savoir, pour vos expos, quand vous choisissez, bon, il y a votre personnage Medani qui est récurrent et tout ça, mais quand vous choisissez les thèmes de vos expos, de vos collections, est-ce qu'il y a de la préméditation? Comment, là, vous m'avez raconté l'histoire de la dernière expo, et puis il y a toutes les autres qui tournent toutes autour de Casa. Mais c'est quoi le déclic? Souvent, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, je suis un observateur de Casablanca. Et un observateur, il ne peut pas juste observer, il a besoin toujours d'avoir un carnet de croquis, de prendre des sonores et de se balader et d'aller chercher au fait l'inspiration, aller chercher les personnages. C'est ce que je fais normalement et c'est ce qui me prend beaucoup plus de temps que de réaliser mes œuvres. C'est de sortir, de me balader, d'aller dans les cafés, de rencontrer des gens. Et en faisant ça, il y a beaucoup de scènes, en fait. Il y a beaucoup de gens que j'ai croisés dans ma vie qui ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils ont pu donner à mes œuvres. Des fois, je travaille sur une œuvre, une idée, et je sors. Je fais Qaysariat al-Hafariya Drb Sultan, là où il y a les gens, les cafés de la Médina et tout, et tous les quartiers. Et là, je fais des rencontres, j'écoute les gens, et des fois, il y a des anecdotes, des histoires, des choses qui sont fascinantes, que j'essaie vraiment d'écrire, de noter à chaque fois et de reprendre en dessin. Il y a aussi là, ces parodies qui sont magnifiques d'affiches de films très belles, comme Pulp Fiction ou bien Scarface ou autres. Mais il y a aussi quelque chose de très important que vous revendiquez, c'est cette africanité qu'on oublie des fois, et vous la représentez dans vos œuvres. Parce qu'on oublie des fois, on se dit, oui, nous et les pays africains, nos amis africains, et vous la revendiquez. Et puis, il y a la présence des couleurs. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez les artistes d'Afrique subsaharienne. Donc, c'est très important, cette dimension pour vous. Bien sûr. Et la preuve, c'est que moi, j'adore aller un peu à la rencontre d'artistes subsahariens, des gens du Sahel, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et tout, et plein d'autres pays. J'écoute la musique. Et c'est pour ça que nos équipes ils jouent contre les équipes de l'Afrique, parce que nous, on est africains. Et parce que c'est notre nature à la base. Ça veut dire que la terre est là. Et ça a existé avant qu'on n'a ni la culture arabophone, ni amazigh et tout. Donc c'est les roots, on va dire, en quelque sorte. Et ça sort malgré moi. Alors il y a une chose incroyable, c'est que vous êtes plutôt jeune, vous êtes né en 1989, et puis dans vos tableaux, c'est les années 70, 80, c'est des choses que moi je reconnais, c'est ma génération, et je me dis comment vous pouvez, vous, être aussi familier, être aussi à l'aise et représenter aussi fidèlement ces époques-là, ces générations
qui ne sont pas les vôtres, en fait. Comment vous faites? Au fait, Parce que moi, je reconnais le Maroc de ma jeunesse dans vos œuvres. Mais vous n'êtes pas de ma génération. exactement. Mais en fait, parmi les plus grandes sources d'inspiration que j'ai aussi, c'est les albums de photos familiales. Oui. J'ai toujours été fasciné par l'album photo de ma famille. Je l'ouvrais toujours, c'était un passe-temps pour moi, c'était comme une séance de lecture. À chaque fois, je l'ouvrais et j'essayais toujours de voir les images. Et quand je partais chez des gens de la famille ou des amis, je leur demandais de me ramener leurs albums Vos photos. albums, oui. Parce que c'est là où les Marocains, où les gens de mon entourage essayaient de se montrer au maximum. Ils avaient des films de 36 pellicules, une pellicule de 36 photos. Oui. Donc ils devaient vraiment prendre la pause Ah oui. et vraiment essayer Ah oui, de c'était tout un maximiser cérémonial, oui. Exactement. C'est pour ça que mes personnages, ils ont toujours un sourire, ils ont toujours une posture. Oui. Et c'est toujours, il n'y a pas beaucoup de perspectives au fait dans Non. dans mes œuvres. Il y a toujours un personnage qui choque, qui est là, qui sort. Oui. C'est grâce aux albums Aux photos. albums. On va marquer une petite pause pour la rubrique triptyque. On va découvrir les 3 photos que vous avez choisies. Vous allez nous dire pourquoi. Triptyque. Alors, Mohamed Bellaoui, la première photo que vous avez choisie, on va la découvrir. C'est celle-ci, avec le violon. Pourquoi? Il y a beaucoup de jolies photos de vous en fond, mais pourquoi celle-là en particulier? Cette photo, il me rappelle au fait, le fait que je sois petit. Je regarde mon père qui est devant la caméra, qui me demande de sourire, et j'ai un violon qui est plus lourd que moi. Je le tiens vraiment avec toutes mes forces, en regardant avec un petit sourire mon père, qui est vraiment un homme qui a marqué ma vie. Au fait, c'est un homme qui m'a encouragé à faire de la lecture, qui m'a toujours soutenu pour acheter du matériel, qui m'a donné en fait une sorte d'indépendance financière, même toute petite. Même s'il n'était pas enthousiaste pour la carrière que vous avez choisie, mais il vous a quand même Exactement. soutenu. Et ça me rappelle toujours l'enfant que je suis devant mon père, en fait. Je suis impuissant pour tenir, mais il me dit juste rigole et tout, et ça va passer. Du coup, c'est vraiment une image qui... C'est la figure rassurante du père. C'est exactement ça. C'est ça. Sont protégés, rassurés. Deuxième photo. Basser. Exactement. Basser, c'était mon héros, mon idole quand j'étais petit. Avec la fameuse chanson qu'on chantait Basser. Basser, oui. Et surtout pour ce match, c'était l'un des plus grands matchs. C'était quel match en particulier? C'est contre la Scotland. Ah oui, quand il a marqué le... Oui, oui, oui. Exactement, et c'était un match extraordinaire où le Maroc vraiment a tout fait, mais malheureusement, Oui. on va revenir sur le complot et tout. Et c'est la première fois où j'ai pleuré pour mon pays, en fait, parce qu'on Hassina Belhagra, je ne peux pas le dire en français. Ça, Al-Hagra, c'est... Exactement. Et j'étais tout petit, je regardais mon idole, il marque un but, mais il pleure aussi. Et vers la fin, on a gagné, mais on a pleuré, on ne comprenait pas pourquoi. Et je pense que cette nuit-là, j'étais tout jeune et tout, mais ça m'a vraiment marqué. J'ai toujours l'amertume quand je vois des images comme ça. J'ai cette amertume-là que je n'arrive pas à digérer encore, mais ce grand monsieur, il a tout fait. Et regardez comment il est content. J'imagine que vous l'avez rencontré. Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Exactement. Alors, il y a ce que vous... je ne sais pas quels sont vos projets, mais je sais que pour le moment, il y a cette expo qu'il faut aller voir. On a parlé tout à l'heure, en préparant l'émission, d'un projet, parce qu'il y a le Casablanca 1, le Casablanca 2, il y en aura sûrement d'autres, c'est une série. Est-ce qu'il y a des propositions ou des idées d'adaptation en dessin animé ou même en film, cinéma? En fait, il y a le rêve, il y a le travail qu'il faut faire pour réaliser ce film. Ça veut dire que ça fait des années.
Moi, je suis un passionné de cinéma d'animation. Et il y a des années que j'ai travaillé sur beaucoup de choses par rapport au scénario, par rapport au découpage technique et tout. Mais l'obstacle, c'est une question Financement. de financement. Faire un film d'animation au vrai sens du terme, Ouais. un bon film avec toute sa dynamique, où on peut vraiment partir sur le détail des détails et produire un bon film marocain d'animation, ça demande beaucoup de moyens. Beaucoup d'argent. Ça me dépasse. Ça dépasse mes moyens. Mais soyons optimistes, n'insultons pas l'avenir. Ça peut venir, Bien ça sûr. peut venir et se faire. Ce que vous avez réalisé jusqu'ici, c'était inimaginable peut-être pour vous quand vous aviez 6 ou 7 ans. On a oublié la troisième photo, on vient de me le rappeler à l'oreillette. La troisième photo est justement en lien avec ce qu'on disait. Non, c'est le guide, là, Casablanca. Pourquoi c'est important pour vous? Parce que c'était le début de tout. Ça a commencé dans ma petite chambre. J'étais en mode étudiant qui cherche à obtenir un diplôme dans un premier temps, qui cherche à s'exprimer et qui cherche à se montrer au fait, à montrer ce qu'il sait faire dans un projet qui n'avait pas d'avenir. Ça veut dire que c'était mon projet de fin d'études. Souvent, les projets de fin d'études des écoles restent dans les rayons de l'école, ils ne sortent pas. Et moi, j'ai refusé tout genre de travail dans des agences ou travailler dans la com ou un truc comme ça pour suivre ce rêve. Je me suis dit que je vais jouer et voir. Je n'avais pas peur de l'avenir, je n'avais pas peur de ne pas avoir de l'argent. Mon courage, c'était ce personnage-là. C'est comme si c'est lui, au fait, qui me présentait à chaque fois et il présente aussi mes peurs, mes inquiétudes, mes moments de joie et mon rêve. Je suis un grand rêveur et je m'accroche à ce personnage-là jusqu'au bout. Est-ce qu'il existe ce personnage ou est-ce qu'il est sorti de votre imagination ou est-ce que vous vous êtes inspiré de quelqu'un qui existe réellement? En fait, c'est un mix de plusieurs personnages. C'est un mix aussi de plusieurs scènes que j'ai vécues dans ma vie. Il y en a un gardien de voiture, il y a un monsieur qui est dans mon quartier qui travaille au café et il y en a aussi d'autres amis à moi. J'essayais un peu de prendre plusieurs parties de leur caractère et les mixer et ça a donné ce personnage. Ça a donné le Madani. On va parler un petit peu du street art au Maroc. Comment il se porte? On a ces dernières années, comme vous avez dit, il y a beaucoup d'initiatives. Il y a Jidar. Il y a Jidar, il y a Sbarabara, il y a Kazamouja et il y a aussi le collectif Dzouri qui font un très bon travail à Oujda aussi. Et il y a plein d'initiatives qui apparaissent dans plusieurs villes et tout. Et le street art au Maroc, ça a vraiment pris beaucoup d'ampleur et beaucoup d'importance, surtout avec le soutien de plusieurs directions. Oui, il y a des banques, des fondations. Exactement. Et aussi, on a commencé à inviter de très grands calibres de l'étranger qui viennent ici pour se produire. Je pense que le seul souci actuellement, c'est que la politique des festivals, c'est juste de ramener des têtes d'affiche. On n'a pas encore commencé à vraiment exporter l'artiste marocain. Oui. Et je pense que le souci chez l'artiste marocain actuellement, c'est de s'imposer à l'étranger, de trouver sa place. Et les artistes, ils ne peuvent pas faire ça tout seuls. Ils ont besoin d'appui, ils ont besoin de moyens, ils ont besoin de lobbying, on va dire, pour qu'on puisse, nous aussi, tous les artistes de ma génération et même celles d'avant puissent s'exporter à l'étranger et laisser la trace aussi. Oui, pour ça, il faut aussi un marché de l'art. Est-ce qu'il y a un marché de l'art et surtout un marché pour le street art comme un art reconnu? Est-ce que les œuvres des artistes comme vous ou autres trouvent preneur? Est-ce qu'ils ont une cote? Est-ce qu'il y a une cote? La vérité, il faut se demander ça aux galeristes. Moi, mon métier, c'est vraiment de peindre, de dessiner. Et je vis avec ça, alhamdoulilah. Et je connais plein de gens, plein de jeunes qui vivent avec ça et qui se produisent, qui font des choses de temps à l'autre, des expos, du travail en freelance, de la décoration, et qui gardent aussi un lien avec la rue et tout. Parler de côte et de marché d'art, la vérité, moi, je me focalise surtout sur mon travail et je fais de mon mieux. Et
pour arriver à atteindre les petits rêves. Je rêve beaucoup, je travaille beaucoup pour arriver Oui. à avoir des petites satisfactions et Inch'Allah, pourquoi pas un jour, en arrêtant de rêver, de travailler, je pourrais éventuellement arriver à atteindre un bon niveau. Oui, Inch'Allah. oui. Alors, là, on a parlé de musique tout à l'heure. Ça vous a beaucoup influencé le monde de la musique, le boulevard, vous savez beaucoup, Boultec et tout ça. On retrouve ça aussi dans vos œuvres. Et vous avez un groupe de musique, en fait. Vous en avez eu plusieurs. Maintenant, est-ce que c'est toujours le Moustache Orchestra, c'est ça? C'est exactement ça. C'est quel style de musique? C'est un peu... C'est du rock, beldi. Punk, rock beldi. Comment ça... À quoi ressemble un rock beldi? Un rock beldi, l'aventure a commencé avec des amis en 2018. On a commencé à faire des covers de chansons marocaines, surtout les chansons marocaines qui passaient entre les mi-temps des matchs de l'équipe nationale. Oui. Du Abdelouhab Kari, du Hamid Zahir, de Abdelhadi Belkhiyat, comme de Naïma Samih et comme de Hajj Al-Hamdawiya et des morceaux de Chabi. Il y a beaucoup de distorsions. On essaie un peu de faire des arrangements modernes, du rock. Et vraiment, on s'amusait à le faire. Et l'interaction avec le public était bonne parce qu'on avait un public jeune, comme on avait aussi des gens qui adorent écouter la musique marocaine et qui sont là à interagir avec nous. Et actuellement, on reprend, après une longue période d'arrêt, on reprend avec un nouvel album, je pense, qui va sortir dans pas longtemps. Il va sortir bientôt. Avant de passer à votre chef-d'œuvre, il y a quelque chose de très original que vous faites dans le domaine, parce que vous êtes bédéiste, c'est qu'avec une librairie de Casablanca, Carrefour des Livres pour ne pas la citer, vous organisez quelque chose de très particulier, je l'ai vu dans une émission, vous organisez des book dating. C'est quoi ce concept en fait? Alors, ce concept a été lancé par Yassine, le propriétaire oui. du Carrefour des Livres. D'ailleurs, c'est l'une des premières personnes à me faire confiance. Et parce que je faisais des goodies et de merchandising avant d'avoir de l'argent pour financer mes livres. Je produisais des mugs, des cartes postales et tout. C'est la première personne à m'ouvrir les portes. Et c'est quelqu'un avec qui je partage beaucoup de choses, d'ailleurs ma passion pour la BD. Et il a eu l'idée au fait d'organiser plusieurs datings avec d'autres écrivains marocains aussi. Et le concept, c'est les gens, au bout d'une demi-journée ou une soirée, les gens, ils réservent, ils achètent les livres et ils viennent et ils ont un petit moment avec l'artiste pour parler. Tête à tête. Exactement. En tête à tête, comme un speed dating, mais là, c'est pour parler de ça. C'est très intéressant. On va passer au chef-d'œuvre et on va découvrir le chef-d'œuvre. Vous m'avez aussi fait découvrir et j'ai hâte de le voir, le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre que vous avez choisi est un film. On va voir l'affiche d'abord et puis on va voir la bande-annonce. Voilà. Parlez-nous de ce film, The Fall. Alors, ce film, c'est juste une œuvre d'art. Un très, très beau film qui a été tourné dans 32 pays avec des paysages à couper le souffle, avec une qualité d'image extraordinaire, avec une histoire magnifique. Et c'est vraiment, on va dire, un échappatoire artistique pour moi. À chaque fois que j'ai l'occasion et j'ai le temps, je le vois. Je l'ai vu une vingtaine de fois. C'est un film qui parle de notre existence, qui remet en question notre existence et qui remet en question aussi notre rapport à la confiance et à la confiance et aussi au fait qu'on peut croire des gens qui peuvent nous raconter des histoires et qu'on peut laisser notre imagination en fait voyager et rêver. En plus, il est d'une beauté esthétique à couper le souffle. On va finir avec un petit extrait de la bande-annonce. On regarde.
You're Alexandria. Yes. My name's Roy. How'd you hurt your arm? I fell. Me too. Close your eyes. I'm gonna tell you a story. A tale of love and revenge. In all, there were 5 of them. They had only one thing in common: a hatred of Governor Odious. Merci de m'avoir fait découvrir ce film. Je vais essayer de le voir. Et puis, tous les téléspectateurs qui ne l'ont pas vu, qui ont envie de voir un bon film très original, que ce soit le fond ou la forme, de Fall, de Tarsim. C'est ça, le réalisateur. Exactement. Et je rappelle votre expo, votre actualité, votre solo show autour du Grand Prix automobile au Maroc, visible à la Galerie d'Art, l'Atelier 21 à Casablanca, jusqu'au 15 juillet. Merci beaucoup, Rebel Spirit, Mohamed Bellaoui, Merci d'avoir infiniment. passé ce moment avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Et nous espérons vous recevoir une autre fois, Inch'Allah, pour une autre expo ou un autre événement, et pourquoi pas pour un film ou un dessin animé. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.